Salut la team, salut à tous et à toutes. Bienvenue dans votre émission Show Foot, saison 1, épisode numéro 11. Aujourd'hui, on va analyser, on va vous donner les classements et les résultats de la troisième et dernière journée de phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Avant toute chose, d'abord, je vais d'abord saluer mon acolyte, mon gars Chris. Comment ça va, mon gars? À l'aise, mon gars. Ça dit quoi, quoi? Tranquille, on est posé, donc voilà, on a bossé, on va voir ce que ça va donner. Hein. Ça c'est ta petite phrase d'accroche là, on a bossé, on va voir ce que ça va donner. Tu connais. On a vraiment bossé. Une troisième journée vraiment exceptionnelle en termes d'émotion, des résultats et tout. Donc on va vraiment vous donner pas à pas des résultats, les classements et les petites analyses. On va commencer par le groupe A, le groupe du père organisateur, le Cameroun. Une troisième journée un peu morose, hein, j'ai envie de dire, avec deux matchs nuls assez quelconques sur le plan du jeu. Donc statu quo, le Cameroun reste leader devant le Burkina et le Cap-Vert qui se qualifient avec 4 points. Donc un groupe assez compétitif. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce groupe A là? Tu penses que c'est un groupe qui va avoir des prétendants à la victoire finale? Déjà, ce que je peux remarquer dans ce groupe A, c'est que c'est le groupe qui détient le meilleur buteur de la compétition, Vincent Aboubakar, avec 5 réalisations. Donc, ça promet déjà au niveau des matchs à venir que voilà, il y a une équipe qui a un scoreur et qui compte aller jusqu'au bout. Donc voilà, le Cameroun qui passe ce tour assez facilement. Le Cap-Vert qui se qualifie, le Burkina qui se qualifie aussi en qualité le Cap-Vert de meilleur troisième, donc tranquille. Ouais. Et voilà, l'Éthiopie qui n'a pas vraiment existé dans ce groupe et c'était prévisible. Donc voilà, plus grand chose à dire sur ce groupe A. Bon, maintenant on va passer au groupe B, le groupe du Sénégal, de la Guinée, du Malawi et du Zimbabwe. Le dernier match, Malawi-Sénégal 0-0 et le Zimbabwe qui s'impose face à la Guinée 2-1, en sachant que le Zimbabwe est bonne dernière du groupe qui est déjà éliminé. Cette défaite est fait tâche un peu, non? Elle fait énormément de tâches parce que voilà, la Guinée c'était l'équipe qui tenait tête à ce Sénégal-là. Comme je l'ai dit depuis le début de la compétition, je fais que répéter, le Sénégal a une équipe qui se plaint beaucoup sur l'extra sportif. Donc la Guinée, c'était vraiment une équipe compétitrice à fond pour aller embêter et titiller, réveiller un petit peu l'orgueil de ces Sénégalais. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et les Sénégalais sont restés sur leur laurier. Donc voilà, et ça c'est... Je rappelle que c'est le groupe qui comporte le moins de points en termes de points inscrits dans la compétition, avec beaucoup de matchs nuls, très peu de buts. Le classement final, vous vous rendez compte, le Sénégal premier du groupe avec 5 points. La Guinée deuxième avec 4 points, suivi du Malawi 4 points, Zimbabwe 3 points. C'est-à-dire que c'est des équipes qui on a l'impression que toutes ces équipes-là avaient le même niveau, se valaient, alors qu'il y avait clairement deux favoris qui se dégageaient. C'est assez décevant sur le plan du jeu, que ce soit la Guinée, le Sénégal. Limite, on a pris plus de plaisir à regarder le Malawi et le Zimbabwe que la Guinée et le Sénégal. Encore plus de déception du côté sénégalais, parce que voilà, quand on regarde le dernier match, avec le retour des stars. Avec le retour des stars, justement, on se disait que peut-être comme c'était l'excuse entre guillemets qui venait tout le temps, c'est voilà, on a les joueurs cadres qui sont absents, touchés par Covid. Mais là, clairement, avec le retour de ces joueurs soi-disant cadres, Edouard Mendy, Koulibaly, Idrissa Gueye, etc. On a du mal sur la construction, on n'a pas vu de fond de jeu, on ne sait pas quel est le système mis en place par le coach, le sélectionneur. Donc on se dit peut-être que c'est une équipe qui va jouer sur les individualités et puis espérer la chance. Et du coup, manque de peau, on est dans une compétition qui est très drastique, donc ça ne pardonne pas du tout. On verra en huitième ce que ça donne. Exactement. Sénégal, Guinée qualifiée, Malawi également qualifié puisqu'ils ont 4 points. Donc voilà, on verra ce que ça va donner au niveau des huitièmes de finale de cette équipe-là. Maintenant, on va passer au groupe C. Le groupe C avec le Maroc, le Gabon, les Comores et le Ghana. Clairement, le Maroc et le Ghana se dégageaient en tant que favoris de ce groupe. Mais il s'est avéré que ce groupe n'avait vraiment
on ne pouvait pas prédire le groupe. À part le Maroc qui s'est plus ou moins bien comporté dans ce groupe avec 2 victoires et un nul. On était quand même déçus du Ghana qui finit dernière de la poule avec 1 point, 2 défaites et 1 match nul. Et le dernier match, une défaite contre les Comores qui passe miraculeusement avec 3 points. Quand je te parle du groupe C, toi, quelle équipe tu penses à quelle équipe en premier? Bah écoute, quand voilà, ce groupe C, immédiatement, bah, je vais penser à. Honnêtement, je vais penser à 2 équipes. Alors pourquoi 2 équipes? C'est vrai parce que voilà, je vais penser à l'élimination du Ghana, qui pour moi n'est pas une surprise. Ah, Par contre, je vais penser aussi à l'équipe des Comores, qui bien sûr pour moi, pour le coup, la qualification est une très grande surprise. Pourquoi? Je peux argumenter, donc tout simplement, si on revient un petit peu, enfin, un historique. voilà, un historique sur mon analyse, sur mon analyse sur les sélections. Donc j'avais bien expliqué que cette sélection ghanéenne avait ce point faible d'être vieillissante. C'est-à-dire qu'il y a déjà une certaine génération qui a tourné la page et entre-temps, on n'arrive pas spécialement à bien les remplacer. Donc, et c'est ce qui s'est vu. Donc, entre la nouvelle génération et l'ancienne génération, il n'y a pas de lien. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de section. Donc, ça s'emboîte mal. Et quand ça s'emboîte mal comme ça, bah, du coup, ça bloque. Et quand ça bloque, bah, c'est mort. D'accord, d'accord. Bon, comme on peut l'entendre, hein, grosse déception au niveau du Ghana. Le Maroc s'est bien débrouillé dans cette compétition. Le Maroc a 2 victoires et un nul. Dernier match contre le Gabon. Le Gabon aussi qui s'en sort bien. Le Gabon qui termine deuxième de sa poule avec 0 défaite, donc 2 matchs nuls et une victoire. Le Gabon qui était amputé de ses stars, Lemina, Bouanga, Aubameyang. Mais pour ma part, le Maroc ne m'a jamais fait une aussi belle impression. Donc est-ce que vraiment ils ont besoin, est-ce que ces stars-là, justement, n'étaient pas le problème de l'équipe? Bah écoute, au niveau du Gabon déjà, quand on parle des stars qui sont mis de côté, aussi il faut savoir que dans cette sélection-là, les mêmes joueurs ont des difficultés dans leurs clubs respectifs, que ce soit Mario Lemina avec l'OGC Nice ou Pierre-Emerick Aubameyang avec Arsenal. Bouanga qui et Bouanga notamment avec, très voilà, usé avec Saint-Etienne. avec Saint-Etienne. Donc ce qui fait que c'est pas anodin de voir que psychologiquement, ce sont des joueurs qui ne sont pas en confiance par rapport à ce qu'ils vivent dans leur club. Et tu penses que ça peut déteindre sur un groupe pour préparer une Coupe d'Afrique, un groupe qui va vivre ensemble un bon moment pour préparer une compétition commune? Est-ce que tu penses que cet état d'esprit-là, cette désinvolture un peu du fait qu'ils ne jouent pas en club, du fait qu'ils vivent quand même des moments psychologiques difficiles, est-ce que tu penses que ça peut déteindre sur les autres coéquipiers qui, eux, sont focus vraiment sur la compétition? Parce que j'avais l'impression qu'Aubameyang, Lemina, Bouanga, ils n'étaient pas vraiment investis, ils n'avaient pas l'air, le cœur vraiment à l'œuvre pour cette compétition. Bah, clairement, ça peut déteindre. Après aussi, ça dépend de quelles conditions. Mais concernant cette situation-là en elle-même, ça déteint. Ça déteint pourquoi? Parce qu'on a une génération de jeunes joueurs comme Evina, par exemple, ou Boupenza, qui eux ont besoin de mentors. Alevina, pardon. Alevina, qui eux ont besoin de mentors, qui ont besoin de cadres qui les emmènent un petit peu vers le bon chemin. Et les cadres en question selon leur état psychologique, ne pouvaient pas répondre présent de la meilleure des manières. Donc, ce qui fait que ça a été un bien pour ces jeunes joueurs-là. Non seulement ça leur a mis une pression en plus, à savoir que bon, les stars sur lesquelles on compte ne sont pas présents, alors c'est vous qui allez devoir prendre les choses en main. Donc ces jeunes garçons, tout simplement, se sont lancés dans la bataille sans pour autant se dire que voilà quoi, ils n'avaient pas le choix. Donc du coup, ils étaient obligés de se donner et au final, ça a payé. Ok, d'accord. Bon, on va pas s'attarder sur le Maroc, hein, parce que le Maroc, comme on l'a dit dans l'émission précédente pour la deuxième journée, le Maroc est dans la lignée de ses prestations chirurgicales très propres. Pas grand chose à dire sur l'équipe. Et les Comores, il y a tellement de choses à dire qu'on ne pourra pas
passer énormément de temps. Donc, on vous promet, si vous nous le demandez, on fera vraiment un truc spécial Comores parce qu'il y a tellement de trucs à dire et on ne peut pas passer 30 secondes, 2 minutes dessus. Donc voilà, on va passer maintenant au groupe D, le groupe du Nigeria, de l'Égypte, du Soudan et de la Guinée-Bissau. Je rappelle que c'est le groupe où il y a eu le plus d'écart entre les deux favoris et les autres équipes. Car le Nigeria se qualifie avec 9 points, 3 victoires. L'Égypte, 2 victoires, 1 défaite, 6 points. Et les autres équipes font un match nul et s'en sortent avec 1 point. Donc la hiérarchie a vraiment été respectée scrupuleusement dans ce groupe. À part peut-être le Nigeria qui a surclassé l'Égypte et qui se pose clairement. Est-ce que c'est vraiment le favori ou les deux autres équipes sont assez faibles pour qu'on puisse quand même les mettre en tant que tête d'affiche et favori de cette compétition? Je parle du Nigeria, bien sûr. Ça, c'est typiquement, c'est comme en championnat, dans certains championnats, quand on a une dernière course pour les trois équipes de tête d'affiche, souvent, ça se joue sur des détails. Et là, on reconnaît clairement quelle équipe sera championne à la fin de la saison. C'est cette équipe-là qui ne perd pas une seule miette des occasions. Ça veut dire que toute action, qu'elle soit positive ou négative, est conclue par une victoire. Et c'est le cas pour le Nigeria. Pour moi, clairement, c'est l'équipe qu'il faut surveiller pour cette CAN-là. Moi, je pense que cette équipe, elle est taillée pour la remporter parce que, clairement, toute erreur est sanctionnée. C'est chirurgical. C'est clair. Toute erreur face au Nigeria est sanctionnée systématiquement. Est-ce que c'est vraiment si on devait mettre un synonyme ou un mot sur le haut niveau, ça serait vraiment ce que produit cette équipe du Nigeria à l'échelon de la CAN, bien sûr. Hein, bien sûr. Non, clairement, c'est du haut niveau, c'est du très haut niveau, c'est de la perfection. 3 victoires sur 3 matchs, 9 points sur 9, avec la manière, les buts. Donc, quand on voit l'effectif, et encore, on a... c'est vraiment un mix qui marche bien, quoi. Une équipe qui est très peu touchée par le Covid, on a envie de dire qu'ils ont vraiment tout mis en place. Tout est mis les maillots sont beaux, les équipements sont beaux, la musique est bonne et tout. Et ouais, buts, et ils mettent des buts, même les défenseurs mettent des buts. Donc, pour dire que c'est une équipe vraiment qui est taillée pour aller jusqu'au bout de cette CAN. Ouais. Bon, un petit mot sur l'Égypte quand même. On verra. L'Égypte c'est réveillé, mais quand même c'est réveillé. Donc, on verra. Ouais. En huitième, on verra ce que ça donne. Bon, maintenant, on va passer au groupe E. Chaque fois qu'on parle du groupe E, dès le début de la compétition d'ailleurs, hein, le groupe E, d'entrée de jeu, ils nous ont fait voir de toutes les couleurs. Je rappelle que le groupe E est composé de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, de la Sierra Leone et de la Guinée équatoriale. Les 3 matchs sont terminés. Les scores, Côte d'Ivoire, Algérie, 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Victoire nette et sans bavure. Sierra Leone, Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale s'impose. La Guinée équatoriale qui termine avec 2 victoires face à l'Algérie et face à la Sierra Leone et une défaite face à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, quant à elle, 7 points. Le petit quoi qu'on s'est moqué du gardien Ali, mais Ali il a bien joué, hein, Sangare il a bien joué aujourd'hui. Donc la Côte d'Ivoire a vraiment balayé un peu les inquiétudes qui commençaient déjà à naître de ce moment un peu folklorique, de ce moment un peu qui a fait le tour du monde grâce ou à cause de leur gardien. Et aujourd'hui ils ont balayé cette équipe d'Algérie, mais on va pas s'attarder dessus parce que sinon on passerait énormément de temps. Par rapport à la conclusion du groupe, Algérie qui finit dernière avec 1 point dans un groupe composé quand même de la Sierra Leone et de la Guinée équatoriale. Des équipes qui sont très novices en termes de Coupe d'Afrique, qui en sont à un maximum 2 participations. Qu'est-ce que tu peux dire de cette équipe d'Algérie qui finit dernière en quelques mots, hein, vraiment, j'ai pas envie qu'on s'attarde. 1, 2, 3. À trop jouer avec le feu, on finit par se brûler. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Djamed Ben Madi. Le système n'était pas bon. L'équipe était bonne. La cohésion y était.
mais le système tactique, le mode de fonctionnement n'était pas le bon. Pourquoi? Parce que dès la première journée de cette CAN-là, de ce groupe E, on a compris tout de suite que l'Algérie allait avoir des difficultés. Alors, il fallait tout simplement que le coach, le sélectionneur puisse se mettre au travail. C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de temps, mais là, c'était une période où la situation était déjà critique. C'est pas faute d'avoir prévenu. Hein. Ah non, pas du tout. Je sais pas s'ils regardent nos vidéos, mais Ouais. on a senti, ça sentait le soufre. Ah ouais, ça sentait pas bon du tout. Ça a explosé aujourd'hui, hein. La dynamique elle a explosé. Ouais. Bon. En tout cas, qualification de la Côte d'Ivoire qui a repris de la confiance dans cette compétition. Et la Guinée équatoriale qui est surprenante avec beaucoup de joueurs très techniques qui viennent de seconde division en Espagne. Ouais. On voit cette touche technique malgré des terrains qui sont critiqués de toutes parts. On voit quand même des technicités des équipes. Le match Côte d'Ivoire-Algérie, il y a eu beaucoup de qualité technique. Donc voilà. Bon, on va passer au groupe F, au dernier groupe, parce qu'on ne va pas trop s'éterniser. Le groupe du Mali, de la Gambie, la Tunisie et de la Mauritanie. Déjà les résultats du jour. La Gambie qui s'impose face à la Tunisie. La Tunisie qui est dos au mur. La Tunisie qui a absolument besoin de points. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont laissé le match ou quoi que ce soit. Donc le Mali qui s'impose face à une Mauritanie vraiment faible. J'ai envie de dire que c'est l'équipe la plus faible de ce tournoi. Qui n'a pas marqué de but, qui n'a pas marqué de points. Donc vraiment un groupe où 3 équipes vraiment étaient au coude à coude. Et cette Tunisie-là, comment tu expliques que cette Tunisie-là termine 3e du groupe avec 3 points et 2 défaites dans les valises? Est-ce qu'on peut trouver des excuses de Covid? Il faut pas oublier aussi que le premier match a été entaché d'une grosse polémique. Est-ce que ça vraiment c'est des choses qu'on peut prendre en compte quand on parle d'une équipe comme la Tunisie? Bah déjà l'équipe de Tunisie, moi je tiens déjà à la féliciter parce que c'est une équipe qui a, lors de ce 3e match justement, s'est privée de beaucoup de ses joueurs et a fait avec des petits jeunes. Donc pour ceux qui regardent un petit peu nos vidéos, je vous avais parlé de Jaziri sur mon débrief, un œil dessus. Et aujourd'hui, c'était vraiment le match qui confirmait que voilà, c'est un jeune joueur à suivre de très près. Et malheureusement, il a raté un penalty aujourd'hui. Et oui, malheureusement. Mais bon, c'est pour dire que voilà, c'est une équipe qui a commencé très mal, hein, donc avec une défaite, mais a réussi quand même à se qualifier. Et je pense que pour le 8e, elle peut jouer ses cartes. Parfait. Un petit mot sur le Mali, où le Mali aussi, c'est un petit peu comme le Maroc, hein, vraiment une équipe solide, une équipe structurée qui avance et puis en tout doucement, sans perdre de points, avec un peu moins de qualité bien sûr, mais le Mali, il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas flamboyant, mais c'est pas... Non, c'est pas flamboyant, mais c'est pas naze non plus. Pas naze, mais en tout cas, la position du Mali, c'est une position qui est justifiée. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi? Parce que le Mali a tout simplement fait le taf. Donc ils se sont pas foulés, ils se sont pas donnés à fond, ils n'ont pas baissé la garde. Ils avancent masqués. Voilà, donc ils ont fait le taf comme il faut. Mais moi, j'admire énormément cette équipe de Gambie qui finit au même nombre de points ex-aequo depuis le début. C'est ton coup de cœur. Hein. Exactement, depuis le début de cette CAN, je parle de la Gambie. C'est une équipe qui me fait vraiment vibrer. J'aime beaucoup l'avoir joué, donc il faut vraiment prêter un œil dessus. Et je pense qu'il ferait un bon truc. Et tu l'as rappelé hein, au fil des émissions, l'analyse de la première journée, tu as parlé de la Gambie. Ils ont confirmé au fur et à mesure des matchs leur statut d'équipe vraiment outsider. Donc on a pu vibrer sur certaines équipes, mais la Gambie vraiment en termes de production footballistique et de talent individuel, surtout offensif, il y a de quoi faire. Exact. En tout cas, on se donne rendez-vous pour l'analyse et les résultats des matchs de 8e de finale. Et on a hâte aussi de voir vos commentaires, d'entendre ce que vous avez à dire. En tout cas, mon gars, je te remercie encore une fois pour ta participation. Comme d'habitude, c'était propre. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche de notification. Et on est de plus en plus nombreux sur ShowFoot. Et ça va continuer. On est là, on bosse. C'est quoi ta phrase déjà là? On est là, on bosse et on va voir ce que ça va donner. Allez, ciao la team.